Bonjour, je m'appelle Chantal Mas. Ça fait maintenant à peu près 5 ans que je vis dans la ville polonaise d'Auschwitz, qui reste une ville méconnue pour beaucoup, mais célèbrement connue sous son nom nazi qui est Auschwitz. Et c'est vrai que si je suis venue ici il y a 5 ans, c'était parce que j'en avais le besoin. C'était travailler sur la mémoire de la Shoah, c'était prendre le temps de voir ce qui se passait lors des visites dans les camps. Cela m'a amené à beaucoup de réflexions que je n'aurais jamais faites si je n'avais pas pris la peine de m'installer dans cette ville. Mais avant d'en parler, je voudrais peut-être expliquer ce qu'on appelle la ville aux 3 noms, qui est Auschwitz. Auschwitz, qui est la ville polonaise, qui était la ville polonaise d'avant la guerre, qui est la ville polonaise d'aujourd'hui. Il y avait Auschwitz, qui était le shtetl, et Auschwitz. Alors évidemment, le plus connu et le plus tristement célèbre, c'est Auschwitz. La ville fut appelée de ce nom uniquement durant la Seconde Guerre mondiale, même si aujourd'hui on continue à l'appeler sous ce nom. Et avant la Deuxième Guerre, elle portait 2 noms. Celui d'Auschwitz, qui est le nom polonais, et puis il existait un autre nom, celui-là en yiddish, qui était Auschwitzin, qui fut un shtetl et aussi un grand centre racidique. Et plus de 50% de la population était juive. Et les visiteurs ne connaissent en tout cas, pour la majorité, qu'un seul de ce nom, Auschwitz. Ces mêmes visiteurs ne font pas la différence entre le KL d'Auschwitz, qui fut le camp de concentration, et le Auschwitz II Birkenau, qui était le camp d'extermination. Quant au troisième, qui était Buna Monowicz, qui était Auschwitz III, il est complètement oublié, et il fut le camp de travail, et on y retrouvait la tristement célèbre usine du Quai Farben. Quant au camp annexe, ils furent plus de 40 dans la ville, au sens large du terme. Toute la ville était occupée par des nazis. Et par exemple, le bâtiment des Salésiens qui se trouve en face de chez moi a été réquisitionné et une des chapelles servait de cinéma et de centre de distraction pour les nazis. Alors, Auschwitz est-elle une ville comme toutes les autres? Oui et non, parce qu'il existe un paradoxe. Arrivée dans cette ville, ma position fut très claire. Pour moi, Auschwitz est une petite ville comme tant d'autres villes européennes. Pour les habitants, la ville est une ville comme toutes les autres, où on y vit normalement. Et cela choque beaucoup les visiteurs des camps, ce qui, moi, me choque, la réaction des visiteurs. Et le paradoxe est aussi créé par les autorités et par les touristes, bien entendu. Et c'est vrai que les visiteurs ne peuvent dissocier Auschwitz du camp, peuvent dissocier Auschwitz du camp d'Auschwitz. Et c'est vrai que beaucoup de journalistes ou de photographes font l'amalgame entre les deux et ne s'intéressent que très très rarement à la ville, sauf récemment un journaliste français. Et ils ne s'intéressent évidemment absolument pas à ce qui fut le shtetl, du moins le peu qu'il en reste, et c'est vrai que petit à petit les preuves du shtetl disparaissent. Alors, pourquoi commémorer? Petit à petit, le temps passant, on oublie, et en créant un champ contextuel dans la mémoire, on rend inutile le fait d'en créer un dans l'instant présent, en déclarant plus jamais, on utilise des moments de disgrâce pour créer des moments de grâce. Alors la question, qui est la question fondamentale par rapport à la Shoah, pourquoi Hitler a-t-il voulu exterminer les Juifs? Comment autant de personnes ont pu adhérer à ces théories racistes? Et d'où viennent les thèmes de suprématie des Aryens? Donner à méditer sur les bases du nazisme ne veut en aucun cas signifier expliquer la Shoah. Ce serait indécent. On ne peut pas expliquer l'inexplicable. Le mouvement hitlérien, le mouvement nazi, n'a fait que puiser dans la mythologie des groupuscules qui préconisaient la pureté aryenne. Car c'est au cœur du pan-germanisme qu'on retrouve les thèmes de la suprématie aryenne. À la fin du 19e et début du 20e
siècle, les thèmes de suprématie aryenne sont repris dans les pays germaniques par des groupuscules et des sociétés secrètes. Des penseurs mystico-nationalistes reprennent les principes de race mystique qui remplacera les Hébreux, traditionnellement peuple élu, par un nouveau peuple élu, les Aryens. Il y a une phrase que beaucoup de gens n'ont pas retenue, qui fut une phrase célèbre de Himmler, qui dit clairement « il existe deux peuples élus, un des deux est de trop ». Donc c'était clair la position. Himmler et ses mages ont recréé une religion pour l'ordre noir, également destinée à l'élite intellectuelle allemande et à la population. La célébration des 1000 ans de la mort du roi Henri Ier de Saxe est perçue par le Troisième Reich comme un signe du siècle. En 933, Heinrich Ier, roi des Germains, avait vaincu les Magyars, les Hongrois, et en y ajoutant un 1, on obtient 1933, année où Adolf Hitler prit le pouvoir en Allemagne. Le Reichsführer SS Heinrich Himmler se considérait comme la réincarnation du roi Heinrich Ier. La propagande nazie avait été prompte en 1936 à récupérer la célébration du millénaire du roi Henri Ier à cause de ses succès guerriers contre les Slaves et les Hongrois. Les dirigeants du Troisième Reich ont eu tout intérêt à rappeler cet épisode glorieux en prévision d'une offensive contre les peuples slaves. Les peuples slaves, ce sont notamment les Polonais, qui ont été victimes de façon beaucoup plus intense que d'autres peuples. L'humiliation de la défaite allemande de la Première Guerre mondiale est à l'esprit de tous les Allemands. Après la défaite allemande, le Troisième Reich crée une mystique inscrivant le parti nazi dans un ordre divin, donnant au peuple allemand sa dignité dans une longue histoire civilisatrice de l'Europe et du monde entier. L'idéologie prônée par Hitler et les sociétés secrètes d'Himmler, en prenant des libertés avec l'histoire et l'archéologie, les Aryens avaient eux seuls le génie nécessaire pour créer la civilisation.